En agro météo, je suis le seul. D'accord. En agro et en météo séparés, Ouais. il y en a plusieurs. D'accord, d'accord. Ouais, et ils m'ont dit qu'en agrométéorologie, ils ont fait des recherches, du moins en francophone, et j'étais le seul. Il y a vraiment une raison qui est bien identifiée. Ouais. C'est que j'ai fait de la recherche pendant 8 ans avant de me mettre sur les réseaux sociaux. On a notamment produit des documents très importants sur l'impact du gel tardif sur les végétaux, l'impact des canicules, des sécheresses, qui ont une vocation à la fois agronomique mais aussi économique, du coup, d'adaptation du milieu agricole. Et en avril 2021, lorsqu'il y a eu l'épisode de gel sur les cultures, qui a fait comme 2 milliards d'euros de dégâts, ce qui est la plus grosse catastrophe agricole nationale, hein. Économiquement ça a été très lourd. J'ai réalisé que les raisons de cette catastrophe n'étaient pas connues, alors qu'on les avait publiées dans les articles scientifiques. Ça veut dire que les vous les aviez publiés avant. C'est ça. Ouais. Parce que j'ai reçu un appel du ministre de l'Agriculture à l'époque, Julien de Normandie. Il m'avait dit je ne comprends pas comment, dans un contexte de changement climatique, on peut avoir plus de dégâts dus au gel. Parce que vu qu'il fait plus chaud, forcément, pour lui, il y avait moins de gel. Et la problématique n'est pas de savoir s'il y a plus de gel, en fait il y en a moins, mais nos végétaux sont plus en avance parce que les hivers sont plus doux. Ça veut dire qu'au lieu d'être dans l'état dans lequel ils devraient être mi-avril, ils vont plutôt être début avril, ils vont avoir 2 semaines d'avance. Et plus les végétaux grandissent, plus ils sont sensibles au gel en réalité. Et le problème, c'est donc la douceur qu'il y a eu en hiver, qui a fait que les végétaux se réveillent trop tôt, qui sont donc plus sensibles au gel d'avril. Donc le problème n'est pas le gel, en fait, c'est la douceur. Comme là, on voit la nef qui était extrêmement développée, on a l'amandier qui est en train de débourrer. C'est assez tôt par rapport à d'habitude. Donc s'il y a du gel derrière, c'est assez complexe à rattraper pour tous les arbres. Et donc ces articles scientifiques que j'avais lus, ils étaient en ligne depuis 10 ans, 15 ans. Ça veut dire que les décideurs politiques agricoles, donc qui garantissent quand même l'économie agricole, n'avaient pas connaissance des résultats scientifiques. Alors moi qui ai été scientifique pendant 8 ans, je me suis dit, je sers à quoi en fait? Ça sert à quoi de... Scientifique à l'INRA. J'étais à l'INRA, et puis ensuite j'étais dans un institut de recherche privé à Montpellier. Et, vous avez été à ITK. ITK, ouais. Et je me suis dit, à quoi sert mon boulot si c'est pour produire la connaissance scientifique qui soit lue que par des scientifiques? Ça m'intéresse pas. Et donc vous vous y êtes mis en 2021? En fait, c'est surtout en 2000. J'avais déjà des réseaux sociaux avant où je communiquais sur les photos d'orage surtout. En fait, à partir de 2021, quand j'ai commencé à communiquer sur l'explication de pourquoi on a eu autant de dégâts en avril, j'ai reçu des appels fallait 50 à 100 journalistes. J'ai gagné 15 000 abonnés en une semaine, alors qu'avant j'étais qu'à quelques milliers. Et en fait, à la fois j'ai réalisé que ça intéressait. Et les journalistes me l'ont confirmé parce qu'ils m'ont dit on n'a pas besoin d'interviewer un agronome et un climatologue, on peut interviewer les deux en une seule personne, donc c'est intéressant pour eux. De deux, il y a une explication économique aussi derrière et d'adaptation qui peut y avoir derrière. Et de trois, surtout mon but, c'est que toute la connaissance scientifique sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture soit comprise pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions en amont, quoi. En 5 ans quand même de réseaux sociaux, et donc j'ai monté AgroClimat 2050 parce que j'ai voulu être indépendant pour avoir ma liberté de parole. Oui, vous pouvez rappeler AgroClimat 2050 en 2 mots ce que c'est. Donc j'ai arrêté la recherche publique et privée, et maintenant je suis dans... Moi j'appelle ça un centre de recherche, parce qu'en fait on fait vraiment exactement le même boulot qu'on faisait avant, sauf qu'on est indépendant et on travaille uniquement sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Il n'y a pas de projet sur les pesticides, sur l'irrigation, je suis vraiment uniquement agriculture et climat. J'ai vraiment purifié mon travail pour me consacrer là-dessus, et je ne dépends pas d'aides financières. Dans le privé, on dépendait des aides financières de l'État, donc selon les volontés de l'État sur lesquelles on devait aller, je n'étais pas forcément en accord avec ce qui se disait. Dans le privé, on dépendait des aides des clients. Donc parfois on avait des clients, des grands clients internationaux qui
faisait semblant de penser au climat, mais en réalité c'est beaucoup de pesticides, donc ça ne m'intéressait pas. Et donc Agroclimat 2050 me permet juste de isoler l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Et depuis peu, on est partenaire C'est un cabinet conseil, c'est une association, c'est une non, structure. c'est une SAS. D'accord, ok. Alors, j'aime pas dire cabinet de conseil, Oui. même si c'est la case qui a coché, Mhm. parce que je suis pas là pour donner des conseils, je suis là pour prouver des modélisations. C'est-à-dire, j'appelle ça un institut de modélisation. C'est-à-dire, nous on fait du code, de l'analyse de data, du big data, on a quand même 17 téraoctets de données climatiques qu'on analyse pour aller jusqu'aux pertes de production de lait pour les vaches laitières et en conséquence les pertes économiques dues aux canicules futures. C'est qui vos clients? Alors, dans les clients, on a des grands comptes classiques, comme par exemple Lidl, comme par exemple des producteurs de jus et de fruits très connus en France, comme par exemple des producteurs, on a Florette aussi, donc de légumes. On a 4 ou 5 coopératives françaises, les coopératives, donc des structures agricoles qui permettent de récupérer la production et qui travaillent sur les impacts du changement climatique. J'ai bossé avec la CNR, qui est producteur d'énergie verte. Je suis en train de me rappeler tous mes clients en même temps. Voilà. Donc c'est des gros et des petits. D'accord. Il y a un peu tout ça, c'est pour la partie modélisation. Après, pour la partie conférence, où je fais à peu près 120 conférences par an, là, il y a tout. Association bio, non bio, FNSEA, ou alors Confédération paysanne, vraiment les deux extrêmes au niveau agricole. On a des grands groupes, des groupes de luxe aussi pour le coton, le lin, les parfums, la betterave pour l'alcool de betterave pour les parfums. Enfin, en fait, la production agricole ne sert pas qu'à nourrir, elle sert aussi, en plus petite partie, mais à produire du biogaz. Il y a plein de dérivés en fait dans la production agricole. Et donc là, sur les conférences, c'est vraiment tout. Des associations locales, des associations nationales, enfin des trucs. Toujours sous le même angle, hein, quand même. Toujours l'impact du climat sur l'agriculture. Toujours. Alors que j'ai jamais parlé d'autre chose. Ouais. Quand on regarde des photos, quand j'avais 13 ans, j'avais déjà un chapeau, je m'habillais pareil. C'est juste que j'ai eu une période de début de médiatisation extrêmement violente et rapide, où je me suis retrouvé de faire des recherches dans mon coin sans que personne me connaisse. Au lendemain, j'étais déjà sur BFM TV et le ministre de l'Agriculture qui m'appelait. Donc j'ai pas eu le temps de réfléchir à comment j'allais m'habiller. En fait, j'y suis allé comme je suis. Et pourquoi d'ailleurs, de toute façon, je devrais changer ma façon de m'habiller pour aller à la télévision. Enfin, je veux dire, je suis allé de façon très naturelle, quoi. Et pour certains, c'est devenu un aspect marketing parce que c'est comme ça qu'on me reconnaît dans la rue. Ce matin, j'étais chez le boulanger, les 3 personnes qui étaient présentes m'ont dit bonjour, je les avais jamais vues avant, elles savaient très bien qui j'étais, quoi. Et pour moi, ça n'a rien de marketing. Et pourtant, j'ai des écoles de marketing qui m'ont contacté pour me parler du personal branding ou quelque chose. Alors, j'ai découvert ce mot pendant qu'ils m'ont posé la question où est-ce que j'avais fait une formation sur le personal branding. Je leur ai dit c'est quoi le personal branding, une formation marketing, non, j'en ai jamais fait, ni de communication, ni rien. Et ils m'ont dit mais pourtant tout montre que vous avez été formé pour pouvoir être présent sur scène. Je leur ai dit bah non, moi c'est mon cerveau, en fait, mes connaissances qui me permettent d'être sollicité et mes convictions. Il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi je pense un moteur personnel. C'est ça, et c'est pas ma façon de m'habiller, enfin j'espère, parce que sinon ce serait un peu réducteur. Et je leur ai juste dit à ces élèves qui voulaient avoir une formation, c'est même des professeurs qui venaient me voir, je leur ai dit, bah, soyez vous-même en fait. Pourquoi vous créez un personnage, c'est-à-dire, moi, me créer un personnage, pour moi, c'est venir en costard cravate. C'est le côté sérieux, le côté façade. Moi, j'y suis allé, je considère qu'il fallait y aller de façon naturelle. Sur cette partie, c'est même pas... c'est pas du marketing, c'est pas une volonté économique, c'est juste que je suis comme ça et je veux que les gens m'acceptent comme je suis. Mais quand même, pourquoi le chapeau quand vous étiez jeune, quand vous étiez adolescent? Le chapeau, j'ai fait une référence cinématographique, même pas. romanesque ou autre. Mais même pas. Là aussi, j'ai dû me créer une histoire pour expliquer, d'accord. parce qu'il n'y a pas d'histoire en réalité. C'est simplement que j'étais
Au Canada, j'ai fait un stage au Canada, et au Canada, au-dessus de 30 degrés, entre 30 et 35 degrés, tous les, toutes les personnes qui travaillent toutes les personnes qui travaillent dans les champs ont l'obligation de porter un chapeau à bord large pour protéger aussi les épaules et la prévention des insolations et du cancer de la peau. Ça, c'est une obligation légale. Donc, quand je suis arrivé au Canada pour faire les mesures dans les vignes, les vins de glace, j'avais un stage à faire dans le cadre de mes études, et j'allais faire des mesures d'indice hydrique des sols, donc l'humidité des sols au pied des vignes, et on tournait comme ça dans les parcelles pour avoir une série de mesures en fonction de la pluie, de comment le sol absorbe de l'eau. Enfin, voilà. C'est le côté expérimentation. Et un jour, on m'a dit non, tu peux pas sortir aujourd'hui, il faut que tu portes un chapeau. Je leur ai dit je n'ai pas de chapeau. Et donc, ils m'ont prêté un chapeau de cow-boy, parce que c'était le Canada américain, donc vraiment la frontière américaine. Et tout le monde avait un chapeau de cow-boy, et c'était tout à fait normal. Et d'ailleurs, même quand on marchait dans la rue, il y avait des gens qui avaient des chapeaux de cow-boy. C'était souvent des personnes qui travaillaient dans les chevaux, effectivement, des vrais d'ailleurs, des vrais cow-boys. Ça, personne ne réagissait, quoi. Je veux dire, c'était tout à fait normal. Et j'étais vraiment dans un milieu rural. Et donc, on m'a dit, oh, mais ça te va trop bien le chapeau. Et quand je suis rentré du Canada, je voulais garder un souvenir. Et donc, je suis allé acheter un chapeau de cow-boy. Effectivement, des chapeaux du Texas dans un ranch qui vendait des chapeaux. Donc, vraiment un véritable chapeau américain. Et je suis rentré avec. Et pareil, en France, on m'a dit, ça te va bien. Alors, ça, c'est la version officielle. Vraiment, le truc pas sexy du tout. Il n'y a aucune histoire derrière. Voilà. Par contre, quand je suis arrivé après en conférence, avec ce chapeau, on m'a dit, un jour, il y a une personne, et je m'en rappelle, elle est venue me voir à la fin de ma conférence, elle m'a dit, vous portez un chapeau parce que ça regroupe à la fois le chasseur d'orage, le photographe d'orage. Donc il y a un côté très américain, très aventurier, ça fait un peu Indiana Jones, quoi, le mec qui va à la chasse à l'orage. Et le côté cow-boy. Le côté cow-boy, agriculture, climat. Et il m'a dit aussi le côté artiste pour les photos d'orage. Les artistes ont souvent, régulièrement, je vois des artistes avec un chapeau, quoi. Et il m'a dit, en fait, c'est juste la clé de voûte de toutes vos activités, quoi. Et j'ai dit, bah, effectivement, ça peut être une explication rationnelle, mais qui, à l'origine, en fait, n'est pas vraiment la vraie explication. D'accord. Parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est l'explication que je donne, qui est vraie, mais dont je n'avais pas conscience, en fait. Mais c'est vrai que ça regroupe toutes mes activités. Et vous en avez combien? J'en ai 15 à peu près. D'accord. C'est juste que c'est mes anciens 15 chapeaux, parce que je change tous les ans. D'accord. Parce que sinon il perd sa forme. Okay. Mais c'est le même modèle. D'accord. Ça va être étonnant, mais j'ai pas de modèle économique du tout. J'ai strictement rien. Ce qui est incroyable, c'est que je suis chercheur à la base, et que j'ai été propulsé pour créer une entreprise comme ça du jour au lendemain, parce que j'ai quitté mon ancienne entreprise du jour au lendemain. Ça a été créé quand il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui, j'ai quitté mon entreprise du jour au lendemain sur un coup de tête. Et C'était ITK. ITK, ouais. D'accord. Et en fait, ils voulaient arrêter le pôle agro-météo D'accord. pour se reconcentrer sur des sujets qui ne m'intéressaient pas. Ils ont été rachetés, de toute façon. Oui, ils ont été rachetés depuis, ouais. Et ça ne m'intéressait pas en fait de travailler sur les autres sujets qu'ils me proposaient, et le pôle agro-météo me semblait juste évident. Et j'en avais marre de changer de champ de recherche en me disant on va faire de l'agro-météo cette fois-ci. C'était pas assez considéré dans la recherche. Donc je me suis mis autonome pour pouvoir faire de l'agro-météo et ne pas être dérangé par d'autres sujets de recherche. Donc je n'ai aucun modèle économique, mais vraiment rien. Là je commence à être encadré par le BIC, notamment le BIC de Montpellier. Donc je commence un peu à me structurer. Ils se disent c'est qui ce fou là qui arrive avec son entreprise. Et donc j'ai pas de salariés, j'ai des prestataires externes. Par contre j'aimerais bien avoir un matelas suffisant pour avoir un salarié en CDI. La problématique, c'est que dans mon domaine, analyse de data, big data, modélisation, les salaires sont assez élevés. D'accord. Je ne peux pas avoir une personne qui va être payée à 1800 € comme j'ai commencé moi. Ça ne va pas intéresser des personnes dont... parce que là, ils vont rentrer dans une entreprise qui est déjà assez mature en termes de modélisation. Il faut s'approprier le code. Et ça ne peut pas être une personne qui sort d'école. Déjà, il faut une personne qui a de l'expérience. Et puis ensuite, peut-être que cette période qui a de l'expérience, on pourra voir si on peut prendre des personnes qui sortent de l'école pour les former à l'agrométéorologie. Donc j'essaye d'avoir au moins de côté pour avoir un salaire à 3 000 € en CDI. D'accord. Pour une personne qui est déjà identifiée. D'accord. Ce sont mes anciens collègues. J'ai un de mes anciens collègues qui a démissionné aussi, qui m'a suivi.
Et j'ai mon frère. Mon frère, lui, il travaille sur la pagination des sites internet, la mise en forme des datas, donc toutes les cartographies, l'accès aux datas pour les clients. C'est lui qui gère cette partie-là. Donc en gros. Et vous précisément par rapport Moi, je suis salarié. Oui, non, mais sur ce que vous faites précisément sur Agroclimat par rapport à lui, enfin la complémentarité. Moi, je fais toute la partie analyse de data, modélisation, bibliographie, mise en place des modèles, visite de terrain, récupération d'informations auprès des agriculteurs. Donc, je fais de la modélisation. La modélisation, c'est du code. C'est en gros transcrire les datas climatiques en data agronomiques, exploitables, économiquement parlant, quoi. Perte de lait, perte de rendement, évolution de la production, création de nouvelles filières. On est partenaire d'ailleurs, Agroclimat 2050 est partenaire de Adaptation. Adaptation, c'est Adaptation/S, c'est ça le nom de l'entreprise. Adaptation fait toute la partie économique qui en dérive. C'est-à-dire que moi je vais donner les chiffres de perte de lait, de perte de rendement, de perte économique, ou alors de gain, parce qu'on peut aussi avoir des hausses de rendement dans certaines cultures. Et eux, ils vont regarder toute la partie, combien ça coûte de s'adapter derrière, quels sont les investissements nécessaires pour faire face au changement climatique dans chaque région de France. Donc ça, c'est toute la partie filière qu'il y a derrière. Parce que moi, je suis vraiment au bas de la filière, production. Derrière, il y a quel investissement, quel nouveau matériel agricole, quelle assurance éventuellement aussi. Les bâtiments d'élevage, combien ça coûte de les mettre aux normes pour pouvoir faire face aux canicules. Les arbres, les haies, les consommateurs, les transformateurs, les transporteurs. Enfin, quand on crée une nouvelle filière, le plus simple, je dis souvent, c'est de planter l'arbre. Alors c'est en réalité assez complexe de le faire vivre déjà. Donc si on veut faire des clémentines à Nîmes, qui va les acheter ? Qui va les consommer, qui va les transformer, qui fait des jus. Il n'y a pas toute la filière, en fait, tout le matériel de la production jusqu'à l'assiette, quoi. Il manque toute cette partie-là. Et souvent, c'est ce que je décris, c'est que moi, je travaille sur la partie faisabilité économique. En gros, est-ce qu'on peut faire pousser des clémentines, des oliviers, des kakis, tout ça, climatiquement parlant. Derrière, il y a je travaille aussi de plus en plus avec le ministère de l'Agriculture, qui me commande des cartes ou qui me commande des conseils, du coup, pour voir si l'État peut investir aussi dans ces nouvelles filières agricoles, quelles régions sont les privilégiées dans certaines cultures, donc où orienter les investissements en premier. Quand on a une enveloppe limitée, on essaie d'orienter les investissements dans les régions les plus intéressantes ou les plus concernées. Donc c'est que de la cartographie, en fait, généralement animée jusqu'en 2100. Ensuite, mes clients, je m'adresse donc à des entreprises de la filière. Et les personnes dans ces entreprises, ce n'est pas les producteurs auxquels je m'adresse, ce sont les dirigeants. Par exemple, si vous prenez un producteur de jus et de compote français, qui est très connu, ce producteur de jus et de compote, tout son système économique, il est basé sur le producteur. C'est-à-dire que si la production de pommes, de poires ou d'abricots ou autre a des difficultés à cause d'un gel, d'une sécheresse, d'une canicule, eh ben, il a moins d'intrants dans son usine, moins d'intrants français du moins, il est obligé d'aller chercher à l'étranger pour compléter, ce qui n'est pas dans sa philosophie française. Et du coup, la santé des agriculteurs, leur santé économique, tout le reste de la filière dépend. C'est vraiment le socle de la pyramide. Si le socle est en argile, forcément la pyramide elle bouge. Et ça, les entreprises agroalimentaires, à la suite de 2021, du gel de 2021, des sécheresses de 2022, des canicules de 2022, des excès d'eau de 2023, 2026 et 2025, eh ben, ils ont réalisé que c'était des colosses au pied d'argile en fait. Et que s'il y avait ces problèmes de production, il y avait des problèmes aussi dans la transformation et dans la consommation. Premier point. Donc, c'est-à-dire que s'ils doivent changer d'espèce, s'ils doivent changer de variété, par exemple, ils prennent une variété de pommes qui est plus résistante aux fortes chaleurs, mais qui n'a pas le même calibre, qui n'a pas les mêmes couleurs, qui n'a pas la même acidité, qui n'a pas le même goût en compote. S'ils prennent une autre espèce, la grenade, la nèfle, le kaki, la nonne, eh bien, est-ce que le consommateur il est prêt à consommer ces produits dont il ne connaît pas le goût? Comment les transformer et les mettre dans les compotes avec de la pomme? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'il y a des nouvelles recettes à développer? Tout ça,
quand on travaille sur de l'arbre, c'est aujourd'hui qu'il faut y penser pour 2050. Parce que quand tu plantes un arbre, un arbre adapté à 2050, tu ne le plantes pas en 2050. Parce que le temps qu'il pousse, qu'il prenne racine, qu'il grandisse et qu'il soit productif, il faut créer des filières autour aussi. C'est ça, et les filières, c'est entre 10 et 30 ans. Alors il y a du retard sur toutes les filières, mais il y a de bons exemples quand même. Tu as par exemple l'épissage de Cavaillon. L'épissage de Cavaillon, ce qui est intéressant, c'est que c'était un groupement d'agriculteurs locaux, des agriculteurs qui se connaissent sur le territoire, qui avaient des difficultés avec l'abricot et la vigne. L'abricot par rapport au gel tardif, la vigne par rapport aux sécheresses. Et donc ils ont réfléchi ensemble pour trouver une espèce qui soit plus résistante aux nouvelles conditions climatiques. Et ils ont investi dans la pistache. Le problème, c'est que c'est un bon exemple parce que c'est un exemple d'émulsion collective par rapport à une nouvelle filière, une nouvelle production. Ça, c'est la partie positive. La partie négative, c'est que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ont investi dans ces arbres, dans ces plantations et dans ces changements de pratiques. Donc ils ont une perte économique parce que l'abricot avant, il produisait. Donc quand on enlève l'abricot, déjà il n'y a plus la production d'abricots, donc c'est une perte sèche. Ensuite, il faut qu'ils achètent les arbres, qu'ils les plantent. Donc ce sont des travaux agricoles d'achat et de travaux qui coûtent également. Et pendant 5 ans, ils n'ont rien. C'est pas aidé par la Chambre d'agriculture ou autre? Je vais y arriver. Ouais. Et pendant 5 ans, ils n'ont rien. Ça veut dire que pendant au moins 10 ans, ils se sont assis sur une culture qui leur permettait un minimum de vivre. Et pendant 10 ans, ils vont attendre qu'un arbre pousse. En gros, pour être rentable. Ça, c'est un gros problème, parce que c'est l'agriculteur qui a, on appelle ça prendre un risque économique. C'est lui qui a planté tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'aide financière de la part de l'État de création de ces nouvelles filières. On n'a même pas d'entreprises qui ont donc soit des aides financières du public, soit des aides financières du privé. Des entreprises qui se mettent sur le territoire et qui disent on va investir dans la cacahuète, la pistache ou je ne sais quoi, parce qu'on voudrait développer un gâteau, du beurre de cacahuète, enfin une nouvelle recette sur quelque chose sur le territoire. On n'a même pas les instituts privés d'AOC, IGP, donc tous les signes de qualité qui ont réfléchi à ça en amont. Donc c'est l'agriculteur lui-même qui a décidé de faire cette nouvelle production. Or, une création de filière, c'est pas juste planter l'arbre encore une fois, c'est séchage, salage, transport, packaging, AOC, IGP, marketing aussi, pistage de Cavaillon, pistage de Provence, tout ça. Recettes, achat aussi des consommateurs, transformation, enfin, ça il ne peut pas le gérer tout seul l'agriculteur. Il ne peut pas être à la fois producteur et marketing, et il n'a pas 25 000 casquettes. Il peut le faire, mais ça prendrait énormément de temps. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est que malgré ces évolutions climatiques qu'on connaît depuis 30 ans, ça fait que depuis 5 ans qu'on commence à réfléchir sur de nouvelles filières sur le territoire. D'où les coups de fil du ministère de l'Agriculture. D'où les coups de fil du ministère de l'Agriculture. Et ils m'ont posé la question d'ailleurs, pourquoi c'est moi qui fais ces cartographies de nouvelles filières, pourquoi c'est pas l'INRA ou Météo France? Et la réponse? La réponse, c'est que l'INRA et Météo France dépendent d'eux, dépendent du public, des financements. Météo France, on est en réduction d'effectifs très importante, donc ils n'ont aucune partie, ou très peu de partie agro-météo. Parce qu'ils ne peuvent pas se concentrer sur la météo, l'agro-météo, avec tous les effectifs qu'ils ont en moins et les fonds qu'ils ont en moins. Et l'INRA, c'est pareil. Pour rentrer à l'INRA, il faut je ne sais combien d'années de postdoc, il y a très peu de postes qui s'ouvrent. Je veux dire, la recherche reste brillante en France, mais elle est brillante parce que ce sont les personnes qui sont à l'intérieur qui la gardent brillante, mais ils n'en ont pas les moyens, en réalité, de la faire encore plus brillante. Donc, s'il y a des aspects de retard sur les connaissances, c'est peut-être qu'il faut réinvestir dans la recherche. Intervenir à Change Now, pour moi, il y a quand même beaucoup de greenwashing à Change Now, mais j'aimerais un petit peu faire changer la donne quand même. C'est quand déjà? C'est en mars, je crois, fin mars. Ensuite, j'ai beaucoup tourné mon année sur tout ce qui est fake news. Parce que le scientifique a aussi un rôle, pas que de produire de l'information, mais de la partager. J'ai vu vos posts, en effet. Donc, vu que je suis menacé de mort, j'ai une certaine forme de protection policière assez légère, quand même, pour l'instant du moins. Il y a des caméras connectées un peu partout dans la maison, j'en ai 17.
Depuis quand qu'il y a eu ces mauvaises nouvelles? Ça fait depuis 1 an, mais ça fait 5... Depuis que j'ai commencé, je suis harcelé, forcément. Par contre, ça fait 1 an où ça devient... depuis l'élection de Trump. D'accord. Ça devient complètement débridé. Le racisme, le viol, le sexisme, le sexisme pour les hommes, même. Même pour parfois 2 femmes, en fait. D'accord. La façon de m'habiller, les menaces de mort, les incitations au suicide, donc il y a des délits dans tout ça. Enfin, c'est presque tous des délits d'ailleurs, ce que j'ai dit. Encore. Des comptes anonymes, j'imagine. Des comptes anonymes ou des politiques. D'accord. Les arguments, c'est pourquoi il porte un chapeau de cow-boy, qu'est-ce qu'il est moche, il a pas du climato-scepticisme. Ouais, non, mais c'est. Sur les arguments. C'est-à-dire que. Qu'est-ce qu'on vous. Il n'y a pas d'argument. En fait, ouais. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'argument. Sur le fond, sur vos arguments. Il n'y a pas d'argument sur le fond. Le but, c'est d'attaquer le messager pour le faire taire. C'est pour ça que je vous parle de... Il a pris 15 kilos, effectivement, oui, j'ai pris 15 kilos. Il s'habille trop mal, comment on peut être crédible à la télévision avec cette dégaine. Enfin, c'est ça, le climato-scepticisme, c'est que maintenant, il n'y a plus d'argument. Le but, c'est l'attaque personnelle. Et c'est ce que fait Donald Trump. Donald Trump, quand il y a quelqu'un qui ne le plaît pas, il cherche un petit problème où il en crée sur la personne en elle-même, pas sur le fond du sujet. Et en fait, vraiment, depuis cette élection, on voit apparaître, donc on a l'impression que tout est débridé. C'est-à-dire que maintenant que Donald Trump parle depuis qu'il est climato-sceptique, maintenant qu'il parle de ça, tout le monde a l'impression que vu qu'il parle de ça, forcément ça a été validé à l'échelle mondiale par tous les scientifiques. Donc on essaye de... C'est comme une chasse aux sorcières. 1 an et demi, c'était pas le cas. Il y a 1 an et demi, je me faisais défoncer sur les réseaux sociaux. On appelle ça des raids. Je savais même pas qu'on appelait ça comme ça, mais j'ai appris ça qu'on appelait ça des raids. Donc des raids de l'extrême droite ou des raids de climato-sceptiques. Ils viennent à par meute de centaines venir t'insulter. Ça, c'est extrêmement violent. Les premiers raids que j'ai eus il y a 2 ans, eh bien, j'avais plus d'insultes que de soutien. Et il y a un moment, j'ai fait des posts aussi en disant on est humain. Je voudrais que les followers ne soient pas juste là pour apprendre maintenant. J'aimerais que quand vous voyez un scientifique, moi ou d'autres, se faire lyncher en public alors qu'il n'a fait que partager des chiffres sans être polémique. Moi je partage des chiffres, des preuves, des graphiques. Quand vous voyez une personne se faire lyncher, réagissez. Je pense qu'il faut que maintenant on retourne la situation. Et à partir de plusieurs articles comme ça de presse où il y avait des menaces de mort, les gens ont commencé à prendre conscience que le scientifique qu'on suit depuis 5 ans, sur lequel on apprend plein de trucs, il est menacé de mort, c'est pas normal, quoi. Et donc depuis vraiment 1 an, on a tout autant de messages d'insultes, mais cette fois-ci, dans les commentaires, il y a beaucoup plus de monde qui viennent contredire les personnes, leur apporter encore plus de chiffres, de preuves. Et ça, c'est une forme de satisfaction, c'est que on essaye de retourner la connaissance scientifique contre les personnes qui la dénigrent. Parce que vous savez, les personnes qui la dénigrent, ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit, ils existent que par le bruit, par la contradiction, sans forcément de preuves d'ailleurs. C'est un peu... Leur métier, c'est d'être dans la contradiction, sans apporter de preuves, mais vraiment pour être dans la contradiction, juste pour ça. Tandis que les personnes qui sont plus intellectuelles, qui vont chercher des arguments, ils sont plus mesurés, plus nuancés, donc ils sont moins visibles sur les réseaux sociaux. Ils sont plus discrets. Ils sont pas dans l'algorithme. Ils sont pas dans l'algorithme. Et là, on essaye de faire l'inverse. C'est que nous aussi, par l'humour, par d'autres traits, sans insultes, sans menaces, sans rien, on essaye d'exister dans l'algorithme aussi. C'est ce que fait French Réponse. French Repost. C'est exactement ça. C'est French Repost. C'est French Réponse. Ouais, je crois. Sur l'humour et l'ironie. C'est-à-dire qu'on se faisait attaquer par Elon Musk, par les Russes, par les Américains. Ils dénigraient notre façon d'être, notre façon de vivre, notre gastronomie, notre terroir, notre climat, tout. Ils dénigraient notre économie. Comme si, à les écouter, l'Europe était un pays du tiers-monde et il fallait forcément voter pour l'extrême droite pour qu'il nous sauve. En fait, c'est exactement ce... C'est un parcours de... Là, c'est du marketing. Là, c'est de la communication. C'est un parcours qui nous amène à quelque chose qui en fait, comme démontré comme vérité établie, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Et French Response fait exactement pareil. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils ont décidé, on va apparaître dans l'algorithme et on va faire l'inverse, mais par l'humour.
En fait, vous êtes sérieux, nous on va le faire par humour, ça va mieux marcher. Et en fait, ça marche mieux. Je fais ça depuis un an. Et ça marche très bien. Et vous êtes aidé là-dessus? Vous le faites seul? Non, je fais tout seul. D'accord. J'ai aucune équipe de communication. Okay. On a différents travaux scientifiques qu'on aimerait mettre en place, notamment une page qu'on est en train de travailler avec l'association infoclimat.fr à destination des journalistes, pour que les journalistes ont tous les graphiques et toutes les preuves quand il y a des climato-sceptiques qui interviennent quand il gèle un peu à Noël, quoi. Pour leur montrer que c'est tout à fait normal. Quand il y a un peu de neige à Paris, pour leur montrer que c'est tout à fait normal. C'est d'aider, en fait, un peu le French Response, mais version climat, de les aider sur les réseaux sociaux à apparaître dans les algorithmes avec des graphiques qui soient rapidement exploitables. Donc on a toute une page avec que des graphiques les plus utiles pour les réseaux sociaux, les plus visuels, et on est en train de développer ça. Donc ça c'est vraiment mon année 2026, je la place sur la lutte contre la désinformation. Ensuite j'ai un livre qui va sortir sur les 40 plus grosses fake news climatiques sur les réseaux sociaux qu'on retrouve régulièrement, pour que cette fois-ci les jeunes qui lisent ces livres, ou les personnes plus âgées, puissent avoir des arguments sur les oncles ou les tantes qui sont au repas de Noël, ou tout ça, toutes les personnes qu'on rencontre qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux, mais qui racontent aussi les mêmes inepties que sur les réseaux sociaux. J'ai un film de cinéma. Alors, juste le livre, il devrait paraître quand? Chez quel éditeur? Il s'appellerait comment? Alors, c'est aux éditions QAE, donc il est en cours de rédaction. Il a été validé par le comité éditorial, donc là il est en cours de rédaction. Et il devrait sortir en 2027, si tout va bien. Normalement, tout devrait bien aller, c'est assez facile à écrire, parce que vu que je suis confronté à ça tous les jours, c'est assez facile à écrire. Et après, il y a un film de cinéma qui est, où je suis acteur dans ce film principal, et c'est la lutte contre le climato-scepticisme de la part d'un scientifique. Donc en fait, je suis dans mon rôle. C'est un biopic, quoi. C'est pas un biopic en soi, parce qu'on va pas raconter. C'est un documentaire? C'est un documentaire film. Ouais. D'accord. Un peu film d'art, quoi. Ouais. Et donc ils me suivent depuis déjà quelques mois en conférence ou dans différentes instances politiques pour voir comment un scientifique peut se dépatouiller sur les réseaux sociaux pour parler du changement climatique. Monsieur Bellet, il était là il y a 2 jours, parce qu'il visite un peu les lieux pour les tournages ici. Adrien, sans H, donc avec un A au début. Alors là, c'est le début du film, on commence à bosser dessus. Les financements sont en cours d'ailleurs, donc on est vraiment aux prémices du film, on a déjà tourné plein de scènes. Et donc le but, c'est aussi de montrer comment les scientifiques essayent de contrer la désinformation sur les réseaux sociaux. Donc c'est 2026 là, 2027. C'est 2027, mais c'est le tournage depuis 2025, 2026, et ce sera sorti plutôt, si tout va bien, 2027. Il n'y a pas de titre encore? Non, il n'y a pas de titre. D'accord. Les organisateurs. J'interviens avec Jean-Marc Jancovici. Ouais, d'accord. Donc lui, ce sera, j'imagine, plus sur la partie énergie, et moi plus sur la partie climat. La partie climat-agriculture. Climat-agriculture. 9 ans, 9 ans. Donc c'est quelque chose qui vous a toujours... C'est ça. Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment, parce que dans ma famille, personne ne fait ça. Je suis le seul de ma famille à travailler dans l'environnement et dans l'agronomie. Une passion, ça s'explique pas forcément. C'est vraiment depuis la naissance. Et puis, donc maintenant, je suis vice-président d'Infoclimat, donc des passions de météorologie de France. Et donc, il y a plein de jeunes aussi qui viennent nous voir, qui ont ces vocations, qui veulent être chasseurs d'orage, passionnés de météo, et on les accompagne dans tout le processus, quoi. Et donc à 9 ans, j'ai commencé à faire des relevés météo pour m'amuser. Je trouvais ça intéressant. Puis à 13 ans, je suis devenu chasseur d'orage. C'est ce qui est hyper jeune, parce qu'à 9 ans, je suis déjà en train de lire des livres de thermodynamique. Je veux dire, moi j'ai des enfants, j'en ai une qui a 8 ans. On est encore au stade princesse poney, quoi. Du coup, ça me paraît délirant que... Moi, ça me paraissait normal, mais maintenant, avec le recul, je me dis, waouh, comme 9 ans, sur ces sujets-là, c'est hyper tôt. Et donc, tout le reste, jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait des relevés météo, effectivement. Bon, après, ça a été automatisé avec Internet, donc ça, c'est différent. Et ensuite, dès que j'étais jeune, je voulais être chasseur d'orage et agroclimatologue. À
Chasseur d'orage, c'est photographe d'orage, de la foudre et tout, comme celle que vous aviez pris avec le pixel. mur de foudre. Elle est là, c'est le grand tableau qui est là. Ah, d'accord. Je vous montrerai tout à l'heure. Et après laquelle vous couriez depuis plusieurs années, je crois. C'est juste sur la colline là derrière. Qui a été prise à 3h du matin, un soir d'orage. C'est ça, avec France Inter. Donc il faut une forme d'abnégation, c'est des nuits, parfois des nuits sans sommeil. C'est quoi que vous cherchez en fait Alors il y a l'adrénaline, ouais. l'aventure, être dehors. Pas devant un écran, regarder le ciel, la nature, entendre les oiseaux. Enfin ça c'est vraiment, parce que j'ai comme un quotidien qui est assez stressant. Moi je suis pas stressé, mais on va dire que assez chronométré. Entre les horaires de train, de TGV, de conférences, de trucs, je dois partir, prendre le tram, reprendre le train pour aller à une autre conférence dans la même journée. En fait je prends le TGV comme si je prenais un bus quoi maintenant. Et donc je suis toujours très chronométré, très même les directs de télé c'est vraiment la seconde près quoi. Il y a toujours un chronomètre devant moi quoi. Et alors qu'à la base, je suis quelqu'un qui aime bien vivre avec les plantes dans son jardin et pour regarder le ciel et faire des photos quoi. Et donc ça me permet de me reconnecter à la nature, me reconnecter aux oiseaux, ne serait-ce qu'en compte les oiseaux. Je réalise que le soir, moi je me couche généralement vers 1h ou 2h du matin. J'aime bien me poser dehors le soir, quand il n'y a aucun bruit, et j'entends les oiseaux la nuit. Et ça, pour moi, c'est juste un équilibre personnel. De ne pas être devant une caméra, ne pas être devant un micro, ne pas être devant un PC, ni un téléphone, et juste être là, écouter les oiseaux. Donc il y a tout un aspect équilibre psychique, on va dire, presque, dans les orages. Et après, à l'origine, c'est pas vraiment une forme de... Je voulais pas de la reconnaissance sur ce domaine-là, parce que c'est plus une passion. Et puis j'ai participé à un seul concours dans ma vie, parce que je m'étais dit pourquoi pas. Et j'ai gagné le prix de la plus belle photo du monde. En 2021. Ouais, juste Bon, alors du coup, j'ai participé à un concours, j'ai gagné le prix de la plus belle photo du monde, donc maintenant je retourne dans... C'était où ce prix, la remise de prix Alors c'était en Angleterre, mais c'est un concours mondial qui est géré par AccuWeather, donc la plus grande société météorologique du monde américaine. Et Royal Meteorological Society, qui est une société de météo anglaise, et donc ils gèrent le concours mondial, un peu comme les photos de journalisme, vous savez, la photo de guerre, la photo animale, tout ça, c'est il y a des grands groupes comme ça qui gèrent des concours prestigieux à l'échelle mondiale, et le plus gros, donc c'est celui-là. C'était pour quelle photo que vous aviez eu ce prix? Une photo que j'ai faite à Cannes, je vous la montrerai. Une photo que j'ai faite à Cannes, en France. Et d'habitude, c'est plutôt les Américains qui ont ce genre de prix. Parce qu'ils ont de grandes tornades, ils ont quand même des grandes plaines avec de très beaux nuages. Enfin, ils ont des phénomènes météorologiques plus violents dans leur climat. Et toutes les photos poétiques, un petit peu avec quelques étoiles, une petite vallée, ou à la française, quoi, dans nos petits terroirs. En général, c'est toujours dépassé par de grands coups de foudre ou de grandes tornades américaines dans les photos les plus spectaculaires. Et là, je suis content que ça ait été une photo française qui a gagné le prix. Qui me plaisent quelques centaines. Bah après, plusieurs dizaines de milliers, mais bon... Vous continuez, il n'y a pas de lassitude Ah non, il n'y a pas de lassitude. J'ai même acheté un petit camion, là, le petit camion qui est devant. Ouais. Je l'ai aménagé, donc j'ai mis tout un lit, une armoire, une cuisine dedans, pour pouvoir, avec la vieillesse arrivant, parce que je suis encore jeune, mais c'est que je dors plus dans les champs par terre maintenant. Quand j'étais jeune, je pouvais dormir sans matelas. J'avais 16 ans, je dormais par terre, et je dormais 1 heure et je repartais pour 24 heures. Quoi. Maintenant, si je dors pendant 2 heures par terre, je m'en remets 1 semaine pour m'en remettre. Donc j'ai mon petit confort, mais avec des générateurs électriques dans la voiture, des trucs qui me permettent de tout avoir à charge. Je peux travailler dedans, donc quand je suis en déplacement pour des conférences et des orages le soir, parce que je fais les deux en été. Et c'est l'été, hein, plutôt que les... C'est plutôt l'été, ouais. Plutôt l'été. Là, il n'y a pas de dispo. Non, je n'ai jamais imaginé de ma vie faire autre chose que ce que je fais maintenant. Il faut savoir qu'en météorologie, il y a beaucoup d'autisme. Je n'ai pas été diagnostiqué, mais c'est que il y a quand même quelques éléments révélateurs d'une personne qui a une passion depuis sa jeunesse, qui ne fait que ça de sa vie, qui ne s'intéresse à rien d'autre.
C'est mon cas. Vous n'avez pas un autre centre d'intérêt? Non, je n'ai aucun autre centre d'intérêt. Tout ce que je fais de ma vie, c'est de la météo. Le sport, l'art, le sport, c'est pas un centre d'intérêt, c'est pour le maintien. Non, mais ça peut être une passion aussi, un sport en particulier. Ou... Enfin, je dis sport par hasard, hein, ça peut être autre chose. Alors, le jardinage, mais ça rejoint l'agriculture. Ouais. Mais tout ce que je fais, l'art, c'est de la photographie d'art d'orage. Tout ce que je fais, c'est autour de la météo. Et donc, je suis hyper spécialisé dans mon domaine. Il y a même des trucs sur les réseaux sociaux. Parfois, on me pose des questions sur des trucs, des mots que je vois souvent passer en politique. Moi, je leur dis, j'en sais rien. Moi, c'est pas parce que je suis médiatisé à la télévision que je dois savoir tout ce qui se passe à la télévision. Oui. Moi, je suis vraiment que sur mon sujet. D'ailleurs, si on regarde mes réseaux sociaux, je ne parle que de mon sujet. Et ça, c'est une force aussi. Hein. Vous êtes identifié. C'est une force parce que je trouve que ça donne beaucoup plus de crédibilité à une personne qui parle de son sujet. Et généralement, les climato-sceptiques, ils sont à la fois chefs de guerre en Ukraine, experts en Russie, en Amérique, au Groenland, au vaccin, et en même temps médecins pour le paludisme, et puis climatologues. Et ça, c'est une marque pour moi de ce qu'on appelle l'ultra-crépidentarisme, c'est-à-dire, c'est un mot qui existe, hein, ultra-crépidentarisme, c'est une personne qui a l'impression de connaître tous les sujets, mais qui connaît rien du tout. Et par exemple, même dans mon domaine, si par exemple on me pose une question sur l'impact du puceron sur la betterave, chose que j'aurais pu étudier mais je ne l'ai pas encore parfaitement étudié, je leur réponds, même si j'ai de la connaissance, j'ai lu quelque chose, il me faut plusieurs années en fait pour avoir une nuance, un pour, un contre, une complexité. Vous savez que vous ne savez pas, mais ce qui nécessite déjà un niveau de... Voilà. Et ce qui est étonnant, il y a plusieurs fois où on m'a posé des questions sur les réseaux sociaux, je dis je ne sais pas, je ne l'ai pas encore étudié, ça va venir. Et ça, il y a plein de gens qui ont répondu waouh, c'est incroyable, quelqu'un qui dit je ne sais pas sur Twitter. Je sais, en fait, non, ça devrait être la norme, c'est juste que tous les gens ont l'impression de savoir tout et n'importe quoi. Et c'est très problématique. Et quand on est médiatisé, je considère qu'on est censé parler de son sujet d'expertise pour pas dire n'importe quoi. Parce que beaucoup de personnes pensent que les gens qui passent à la télévision sont forcément les personnes à écouter, les messies. Et parfois, il y a des personnes qui passent à la télévision qui racontent n'importe quoi. Moi, il y a des gros sujets d'inquiétude, c'est que les politiciens qui bossent sur ces sujets ne connaissent pas leur sujet. C'est-à-dire que quand on est au ministère de l'Agriculture, sauf quelques rares exceptions, mais parfois, il y a des personnes qui n'ont jamais fait d'agriculture. Je sais pas, quand on a les remaniements, quand on passe du ministère de l'Armée au ministère de l'Éducation, enfin, ça me donne pas confiance. Moi, en tant que scientifique, je veux des experts au ministère qui ont travaillé sur les sujets. On peut dire que c'est les services, l'administration, la technostructure qui dirigent et que là, il y a des gens compétents. Oui, il y a des gens compétents, mais c'est que c'est très perméable au lobby. Parce que quand on ne maîtrise pas un sujet, quand on ne connaît pas les nuances, on est très perméable au lobby. Ils vont arriver avec une solution miracle ou un fait établi qui, en fait, nécessite plus de nuances. Et donc, ils vont faire des législations qui vont être commandé par des lobbies en réalité, mais je le vois tous les jours, moi, où je me retrouve avec des politiques qui me parlent de sujets ils essayent d'expliquer quelque chose qu'on leur a dit, tu les sens, qu'ils essayent de t'expliquer quelque chose qu'on leur a dit, pas quelque chose qu'ils ont appris. Et donc, déjà, ils n'utilisent pas le bon vocabulaire, puis tu essaies de comprendre ce qu'ils essayent de dire. Par exemple, vous avez un exemple sur les pesticides, sur les mégabassines, sur même le changement climatique en lui-même. Tu vois, sur les pesticides, il n'y a pas de nuance. C'est par exemple, oui, il y a eu quelques études qui ont montré que la dangerosité de certains produits n'était pas avérée. Il n'y a pas aussi dans leur discours des études qui ont montré que la dangerosité était avérée. En fait, il y a certains pesticides où il y a du pour, du contre, mais on a qu'un son de cloche. En tant que scientifique, on travaille sur les deux sons de cloche, on fait le bilan et on dit, on peut dire, on ne sait pas encore. En fait, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Et ça, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste un aveu d'intelligence, quoi. Et sur le changement climatique, par exemple, quand on me dit, par exemple, les OGM. Alors, les OGM peuvent être intéressants dans certaines catégories, effectivement. Mais quand on me dit, il va faire entre 45 et 50 degrés après 2050, certains après-midi, on va planter des OGM. Les OGM à 45-50 degrés, ils meurent aussi. Hein. Et puis, du coup, si on met des OGM dans un champ complètement ouvert, exposé au vent,
à l'évapotranspiration, du coup, à la forte chaleur, à l'ensoleillement. Est-ce que vous avez pensé que les OGM peuvent être coupés avec de l'irrigation, avec de la haie, avec de l'arbre isolé, avec un sol différent, avec la complexité de la solution au changement climatique agricole quand on bosse avec le vivant, c'est un ensemble de petites solutions qui font une grande solution. Et le politique va mettre en avant la réserve en eau, parfois les OGM, parfois les pesticides. Et tu sens qu'ils ont pas connaissance de la maîtrise du microclimat, de l'écoulement de l'eau, du sol. C'est qu'une solution partielle, et souvent ce sont des solutions techniques qui sont proposées par des entreprises. Alors que planter un arbre, gérer une haie, c'est proposé par personne, c'est pas lucratif, mais ça fait partie aussi des solutions. Donc pour moi, encore une fois, il faut garder, quand on intervient sur ces sujets économiques, sur ces sujets qui ont des conséquences économiques, il faut garder la complexité du sujet intégrale. Et même si le média me pose la question, souvent les questions qu'on me pose sur BFM TV ou d'autres, qui sont faites par méconnaissance parfois du sujet, hein. C'est pas volontaire. C'est la fin de la vie ? Non, ils me disent tout simplement, est-ce que vous pensez qu'il faut faire quoi comme solution ? Est-ce qu'il faut mettre des mégabassines ? Ouais. Tu vois, la question même est orientée sur une solution. Et par contre, ils me disent pas, est-ce que vous pensez qu'en Normandie, il aurait plus d'avantages à mettre des haies, des arbres, soit de l'irrigation, est-ce que le sol ou est-ce que la génétique ? Tu vois, ils n'ouvrent pas le panel de solutions. Et quand le format qui fait ça. Ouais, mais c'est quand on essaie de rapporter. Ouais, mais le format ne doit pas aller dans la désinformation, quoi. C'est un sujet. Parce qu'une information partielle peut devenir une désinformation. Oui, complexe. Et la complexité de l'agriculture fait qu'on peut être facilement attrapable par des lobbies. Ouais. Peut-être que dans l'avenir, qui sait, il y aura peut-être de l'arboriculture, du kaki ou d'autres qui vont devenir emblématiques du sud de la France. L'huile d'olive aussi est une grosse concurrente parce qu'il y a toute cette philosophie d'AOC, d'IGP, de produits terroirs, de goût suivant les sols, les terroirs, les types de vignes. En Italie, l'huile d'olive, c'est un peu notre vin, quoi. Il y a même des goûteurs d'huile d'olive, quoi. Je sais pas comment ils font, mais... et du coup, il y a tout un aspect fruité, plus corsé, enfin, c'est un peu comme le vin. Il y a un aspect de noblesse. Et l'huile d'olive, elle s'installe de plus en plus. Et elle s'installe de plus en plus dans le sud-ouest de la France. Peut-être qu'elle elle sera complémentaire sur le vin, où elle va peut-être concurrencer les terres du vin. Donc à voir, en fait. C'est faisable, mais ça dépend des trajectoires qu'on prend derrière, quoi. D'accord. Là, on a tout synthétisé en cartographie prévisionnelle pour prévenir l'agriculteur d'un risque climatique qui arrive et pour qu'il protège ses cultures dans une vocation économique, en fait, de protection. Et pourquoi vous l'avez fait gratuit ? Alors, en fait, c'est là où j'imagine que c'est une somme de travail incroyable et tout. Ça m'a coûté 80 000 euros. Je me rappelle le poste. Ouais. 80 000 euros de conférences. C'est les conférences qui m'ont permis de financer ce site que j'ai voulu gratuit. Parce que je considère que l'agriculteur ne doit pas payer pour voir des pertes de rendement. Je trouve ça aberrant, en fait. Enfin, je sais pas. C'est comme si vous devez payer pour savoir si votre maison va brûler. Enfin, je trouve ça fou de devoir faire payer pour des pertes de rendement. Et donc pour moi, c'est juste de la protection de souveraineté alimentaire. C'est quelque chose qui est censé être public. Et en saison, parce que là j'ai pas regardé en hiver, en saison j'ai plusieurs centaines par jour. C'est souvent des personnes qui travaillent dans l'agriculture, hein. Des conseillers agricoles, des gens qui impriment les cartes, qui vont voir des agriculteurs qui font leur tour de terrain. Et je suis monté à plusieurs milliers par jour dans les canicules, les vagues de froid, les excès d'eau, les événements particuliers, quoi. Et sans en avoir fait un grand marketing non plus, j'en parle un petit peu sur mes réseaux sociaux, mais pour l'instant on ne communique pas tous les jours, quoi. Donc c'est déjà bien, et je voudrais monter à plusieurs milliers par jour là, à partir de la saison agricole qui arrive. Là j'en parle pas trop, c'est l'hiver. Le site ne sert pas beaucoup. Et je veux le laisser gratuit. Alors les gens me disent, surtout les chefs d'entreprise, ils me disent mais c'est aberrant, tu n'as aucune rentabilité sur ce site, c'est un gouffre financier. Je lui dis déjà de 1, c'est maîtrisé, c'est voulu. Et de 2, on a toute une partie qui sera
payante cette fois-ci. Parce qu'en fait, on a plein d'entreprises qui sont venues nous voir, des producteurs, des grosses coopératives laitières, pour les stress thermiques sur les animaux d'élevage, les pertes de production de lait prévisionnelles à 10 jours. En fait, ils veulent se connecter aussi sur des API, donc des interfaces qui permettent juste de récupérer la data, mais pas la carte, et de mettre leur data dans leurs outils à eux d'analyse. Et ça, en fait, on le fera payer, parce qu'en termes de frais de serveur, c'est énorme. J'ai une entreprise notamment qui veut faire 14 000 appels chaque 3 heures sur les prévisions sur les animaux. 14 000 appels, c'est énorme en termes, c'est plusieurs centaines d'euros de serveurs par mois en plus. Ça répond à une demande mondiale en fait. Et on a même des. C'est très francophone parce qu'on n'a pas traduit. Et c'est très technique, donc c'est pas facile de comprendre quand on fait de l'anglais ou de l'ukrainien. D'arriver sur le site en français, c'est technique, donc c'est pas facilement traduisible. Ça se comprend pas facilement. Donc là, le but c'est de le traduire. Et on a la Suisse, donc le public, hein, l'État suisse, qui m'a demandé de faire la même chose en Suisse. Donc là, il est en ligne. On va communiquer dessus dans quelques jours. Et on a d'autres pays, le Maroc, la Belgique, très francophone du coup. Et le Canada, ils m'ont dit, mais nous aussi on veut pareil, ça n'existe pas chez nous. Et donc on va essayer de se développer comme ça. Et donc il y a toute une partie, tout le site est gratuit. Et c'est une volonté, c'est volontaire. Hein. C'est pas, même si j'ai pas de visibilité long terme, on va dire, comme pourrait avoir un chef d'entreprise. Moi, c'est qu'en tant que passionné, j'ai envie de partager ma passion, j'ai envie que ça soit utile à tout le monde. Parce que ma vocation première, c'est pas de faire encore une fois des recherches de mon côté et que les gens soient pas au courant, c'est de les diffuser, de prendre les meilleures décisions. Et ce type de cartographie, donc ils ont été repérés par le ministère de l'Agriculture, et j'ai plein de réunions avec eux sur ces sujets-là, de souveraineté, de risque s'il y a une guerre, par exemple, de où produire, est-ce qu'on est souverain, il y a plein de questions derrière de géopolitique qui découlent. Par rapport à l'évolution du rendement russe aussi, qui est favorisé par le changement climatique, comment l'Europe se situera dans l'agriculture dans un contexte de changement climatique. Et il y a toute une question géopolitique qui en découle derrière. Et j'ai de plus en plus de personnes du ministère de l'Armée qui viennent dans mes conférences pour écouter. Alors qu'à l'origine, c'était simplement une vocation pédagogique. Maintenant, c'est plus que ça. Et dans l'Amérique de Trump, il est climato-sceptique, vous avez des ambitions d'intervenir parfois sur une conférence, vous avez été sollicité? Non, je ne suis pas invité, donc non, je ne suis pas sollicité. Non, mais parce que tout le monde n'est pas trumpiste aux États-Unis non plus. Enfin, il y a aussi d'autres courants qui pourraient être intéressés par pour l'instant. Ils n'ont pas encore interpellé. Alors j'ai pas mal de chercheurs, comme tous les chercheurs, on se suit à travers le monde, qui me suivent d'Amérique, qui repartagent mes posts, qui commentent, qui trouvent ça très intéressant. Mais j'ai pas encore de. C'est souvent des sociétés françaises qui parfois achètent des productions en Amérique et qui me demandent des études d'évolution climatique en Amérique, mais c'est pas des Américains qui me demandent des choses dans le genre. Et un autre point que j'aimerais dire, c'est qu'InfoClimat.fr est aussi une association gratuite à but non lucratif de pédagogie. On a plusieurs centaines, voire milliers maintenant de stations météorologiques installées dont les datas sont diffusées gratuitement. Donc là, on vit des mécénats et des dons. Et donc si jamais dans les échos qu'on cherche des mécènes à InfoClimat.fr, c'est pareil. Et ce que je veux dire par là, c'est que ma vocation, et souvent les climato-sceptiques m'insultent, me disent, c'est encore un mec qui veut monter un business. Moi, mon but n'est pas de monter un business, mon but c'est de diffuser de l'information. Et donc oui, je dépense des dizaines de milliers d'euros pour avoir des sites qui diffusent l'information. Et donc les bénéfices que j'ai dans l'entreprise, je ne les réinvestis pas dans l'immobilier ou dans je ne sais quoi, une voiture. Je ne suis pas un mec qui consomme beaucoup. Je les investis dans les arbres, dans la serre par contre. ça c'est mon problème. Derrière, c'est que je veux les réinvestir dans justement des outils qui me permettent de faire avancer la connaissance sur le climat et l'agriculture. D'accord. Voilà, et parfois j'ai des réunions avec des chefs d'entreprise à la chambre de commerce ou en conférence, ou quand je mange à table, parfois avec des dirigeants d'entreprises agricoles après une conférence. Ils me parlent d'investissement, Moi ça m'intéresse pas trop. Enfin,
À la base, je n'étais pas censé être là pour faire une start-up ou une entreprise, j'étais censé être là pour faire des recherches. Donc j'ai un peu cette vision candide. Et c'est pas grave. Et après, vous avez quand même un modèle économique finalement, puisqu'il y a des conférences, oui. il y a des... Oui. Enfin, vos sources de revenus, c'est les conférences? Non, c'est 50% les conférences et 50% c'est les études que je fais. Et de plus en plus, c'est les études prennent le dessus. Sur les que vous faites pour les, comme vous me disiez tout à l'heure, pour des entreprises c'est ça. qui viennent vous chercher, d'accord. Okay. Pour des entreprises, voilà, des grosses études agricoles ou agroalimentaires. Ouais, c'est ça. D'accord. Ou distributeurs. Ou l'État. Oui, d'accord. Ok. Et juste peut-être le Liban, pour finir, on n'en a pas parlé, vous êtes né au Liban? Je suis né au Liban, je suis réfugié de guerre. Enfin, mes parents sont réfugiés de guerre. Vous êtes arrivé quand en France? J'avais 2 ans. Donc en 91. C'est la guerre du Golfe, la guerre civile du Liban. Donc vous n'avez pas de souvenir du Liban en fait? Alors j'y retourne très régulièrement. Oui, enfin pas de souvenir en France. Un peu moins maintenant parce que je prends plus beaucoup l'avion, sauf décès, exception, parce que mes grands-parents sont encore vivants, donc je peux pas leur dire. Je vais pas prendre l'avion parce que ça émet des gaz à effet de serre alors qu'ils voudraient me voir, tu vois. Donc j'y vais peut-être une fois chaque 3-5 ans, de façon très raisonnée, quoi. Je pourrais y aller plus régulièrement, mais voilà, j'ai pas envie de prendre l'avion. D'ailleurs, je ne prends jamais l'avion en France ni en Europe, je prends le train. Je fais 60 000 km par an de train, d'après le bilan de la SNCF qui m'envoie tous les ans. Je suis dans les plus gros utilisateurs de train de France, quoi. Et je préfère mieux passer 9 heures dans un train pour aller à Brest que de prendre l'avion depuis Montpellier, même si c'est 45 minutes. Ça, c'est juste parce que je suis aligné avec mes principes, quoi. Et donc j'y retourne pour voir la famille, les mariages, les décès, quoi. Et c'est tout. Et bon, là, j'ai pas pu y retourner pour des raisons évidentes de guerre, qui sont pas forcément les raisons les plus réjouissantes, mais par exemple, dès que la guerre s'est terminée, que le traité de paix a été signé, le jour même, j'ai pris un billet de train, un billet d'avion pour aller 2 jours après au Liban. Les prix n'étaient pas trop chers encore, parce que du coup, personne ne voulait là-bas. Par exemple, mon avion a été bloqué à Charles de Gaulle pendant 45 minutes, autant que les Israéliens arrêtent de bombarder la capitale, quoi. Parce qu'il y a eu le traité de paix qui a été signé, mais il y avait toujours des bombes qui tombaient. D'ailleurs, on a toujours, on en parle juste un peu moins, mais c'est un peu plus mesuré, on va dire. Donc je suis retourné là-bas, donc oui, il y avait des drones israéliens qui nous passaient au-dessus du village. Mais bon... vous êtes originaire de... Vos enfants vos parents sont originaires de... Alors, ma mère est née au Liban, et mon père est né en Guinée française, une ancienne colonie française. Donc il était libanais. Enfin, mes grands-parents faisaient du commerce en Afrique. Et donc mon père est né en Afrique, mais il était libanais, mais vu qu'il est né sur un sol français, il a été naturalisé, donc français de naissance. Quand il s'est marié à ma mère, elle est devenue française de mariage. Et moi, quand je suis né, je suis devenu français et libanais de naissance, quoi. Donc vous êtes franco-libanais? Ouais, franco-libanais. Et en fait, ils avaient la double nationalité, mes parents, française. Et pendant la guerre, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce qu'on peut partir. Mais ils n'étaient jamais allés, ils étaient jamais sortis du Liban. Donc, ils sont venus en France parce qu'ils étaient français, mais ils connaissaient rien à la France. Donc ce qu'on fait d'habitude, nous, c'est qu'on envoie le mari, l'homme qui va chercher du boulot, trouver un logement, et après les enfants et la femme arrivent. Et vu que mes parents sont manuels, mon père est mécanicien à la main, il est lettré. Ma mère était infirmière, maintenant les chefs d'hôpital depuis le temps. Donc ils ont été tous les deux directement pris, parce qu'à l'époque, tout ce qui est métier manuel, on en cherchait beaucoup. Mécanicien dans l'automobile? Oui, automobile, chez Peugeot. Et il est dans la même entreprise, au même endroit, depuis 40 ans, quoi. D'accord. Ouais, depuis 40 ans. Ils sont où? Ils sont basés où? Ils sont basés à Versailles, enfin à côté de Versailles. Et ils travaillent autour. Ma mère, elle bosse à l'hôpital, enfin des hôpitaux à Raymond-Poincaré, je ne me rappelle plus quel village. Enfin, et elle a toujours bossé dans le... En fait, dès qu'elle a été prise, vu qu'elle était infirmière de guerre, donc ils l'ont placée directement au grand brûlé et grand blessé de la route. Enfin, les choses les plus atroces qu'on puisse voir, quoi. Et c'était recherché. Et donc, en fait, elle a été prise dans le public direct. Et donc, elle a pu évoluer dans le public. Là, elle est chef d'hôpital de nuit
Elle a changé d'hôpital parce que c'était pas les mêmes spécialisations, mais c'est le même groupe d'hôpitaux parisiens, quoi. Mon père, lui, par contre, il peut pas changer parce que vu qu'il sait même pas écrire, donc il sait même pas utiliser un ordinateur ni faire une lettre de motivation. Enfin, il sait rien faire d'autre que faire de la mécanique. Enfin, il sait faire plein de trucs, hein, mais c'est déjà bien. Et c'est qu'il n'a pas eu la chance d'avoir des études vu les contextes de jeunesse qu'ils ont eu. Ma mère voulait être médecin, mais elle n'a pas pu finir les études parce qu'ils l'ont recrutée en tant qu'infirmière en plein milieu de ses études. Donc ils n'ont pas forcément le même parcours de vie que moi et ils se sont beaucoup sacrifiés du coup pour. D'accord. Et vous avez des frères et sœurs? J'ai un frère, oui, j'ai un frère qui bosse avec moi. C'est tout. Son prénom, je vous ai. Il s'appelle Gérard Zaka. Et il bosse avec moi sur. C'est lui qui a fait le site internet. Nous on avait toutes les données sur les serveurs là et puis on ne pouvait pas les visualiser parce que enfin, des connaissances spécifiques pour faire un site de visualisation, de navigation. C'est lui qui l'a fait. En fait, il nous aide à rendre public nos travaux. Et notamment, par exemple, je le paye à plus de 2000 € par mois pour donc une des parties des 800, de 80 000 € que j'ai dépensé pour le site, c'est votre frère. C'est pas les serveurs en fait. C'est mon frère et un de mes collègues informaticiens, un prestataire, donc deux prestataires, qui en fait, à ce niveau de connaissance, normalement les sites internet, c'est pas 500 € par mois. Hein, et après, il y a tout le maintien du serveur et tout. Donc en fait, avant de sortir le site, ça faisait 1 an qu'on bossait dessus. Donc 1 an où j'investissais, alors que le site n'était pas en ligne. Donc j'étais à 50 000 € de dépenses et il n'y avait rien qui était en ligne. Donc c'était vraiment en secret, comme ça on travaillait. Et en fait, après, on l'a mis en ligne sans revenu. Je suis ingénieur agronome de Dijon, de l'école de Dijon, et j'ai un doctorat de l'INRA en agroclimatologie. Alors l'intitulé du doctorat c'est l'écophysiologie, écophysiologue. L'écophysiologue travaille sur l'impact de l'environnement sur la plante. Donc il peut y avoir la pollution, le sol, le climat. Et donc dans l'écophysiologie, en dessous, c'est l'agroclimatologie, après il y a d'autres branches. Et l'agroclimatologie se situe dans la grande discipline qu'est l'écophysiologie. Sauf que moi, je ne vais pas aller sur BFM TV ou dans les échos dire que je suis écophysiologue, ça ne veut rien dire pour le grand public. Donc, vu que dans l'écophysiologie, je traite que des impacts du climat sur l'agriculture, je dis que je suis agroclimatologue. D'accord, ok. Voilà. Et je ne suis pas à l'origine de cette discipline, comme on peut le voir parfois. Cette discipline existe depuis 70 ans, même plus, dans les centres de recherche, avant même ma naissance. C'est juste que c'était une discipline de centres de recherche qui était très peu vulgarisée. Et donc je suis le premier en France à l'avoir rendu public, expliqué, alors qu'à l'origine, même avant ma naissance, il y avait déjà beaucoup de recherches sur le sujet. Quoi. Donc moi je suis juste la personne qui l'a démocratisé, mais je ne suis pas la personne qui l'a créé. Ça c'est souvent ce que m'attaquent les climato-sceptiques. Ils me disent le mec il s'est auto-créé une formation, il s'est auto-créé un diplôme et il s'est auto-créé une science. En gros c'est un charlatan quoi. C'est un mec qui s'invente un truc pour exister. Bah non, en fait, moi je me suis rallié à une science qui existait depuis 40 ans avant ma naissance. Quoi. Et j'en suis passionné et je la vulgarise, c'est tout. C'est juste ça. D'accord. Parfait. Je pense qu'on a assez d'infos là. Merci, ouais.